Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Aujourd'hui, je reçois donc Nicole et Marc. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs? Bonjour, je m'appelle Marc Taneil, j'ai 32 ans. Au début, j'étais passionné par la cuisine, parce que j'aimais bien manger et surtout j'étais gourmand. Et j'ai fait plusieurs essais dans les cuisines centrales, restaurants, entreprises de compagnie. Bon, c'était sympa, ce genre de truc. Ah, c'est la restauration un peu traditionnelle ou collective? Ouais, les restaurants collectifs, professionnels aussi, dans ces genres d'entreprises. Aussi, parfois j'ai eu des chefs, par exemple, que j'ai fait un stage où le chef et les collègues n'étaient pas très sympas avec moi, quoi. Je parlais un peu méchamment, puis un peu à la pression. D'accord. Pas très sympa de leur part. Sûrement ils ne comprenaient pas peut-être mon handicap. Sans doute. Très bien. Alors, pourrais-tu parler de ton handicap? Ou peut-être, Nicole, pourrais-tu nous dire un peu plus sur le handicap de Marc? Eh bien, donc bonjour. Donc moi je suis Nicole, la maman de Marc, qui est mon deuxième fils, puisque j'ai un fils aîné qui a 3 ans de plus. Marc était un bébé, on va dire, plutôt calme, plutôt dans l'observation. Donc au départ je trouvais ça très sympa, parce que je disais, oh, un enfant comme ça j'en ferai 10. Sauf que très rapidement, vers ses 1 an et demi, 2 ans, quand je le mettais à l'halte-garderie, on m'a alerté sur le fait qu'il n'interagissait pas vraiment avec les autres. Et on a cru qu'il avait peut-être des problèmes d'audition. Le contrôle a été fait, tout était normal, donc on a continué, puisque dans la famille, la relation duelliste, père-fils, mère-fils, frère, fonctionnait bien. On ne remarquait rien de spécial, sauf qu'il était un enfant calme. Et c'est à la maternelle que là, deuxième alerte, on m'a dit qu'il avait un comportement vraiment adapté à un enfant de son âge. Il était plutôt solitaire, il jouait, il se parlait, il était comme dans une bulle, à faire ses bruitages d'animaux. Il ne jouait pas avec les petits camarades dans la cour de récréation. Donc là, j'ai dit ok, il y a forcément quand même quelque chose qui ne va pas. Donc je l'ai amené voir un pédopsychiatre. Et après avoir fait des analyses, et même génétiques, on a dit que Marc était en ce qu'on appelle trouble envahissant du comportement, avec des signes autistiques. D'accord, des signes autistiques. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur le signe autistique? Quels sont les effets ou comment les repère-t-on? Eh bien, les signes autistiques, c'est que Marc avait, on va dire, des centres d'intérêt qui pouvaient être... dont il ne pouvait absolument pas dériver. C'est-à-dire à un moment donné, il s'intéressait aux dinosaures et il ne parlait que des dinosaures. Mais il n'y avait pas d'autres sujets abordables avec lui. Tout revenait aux dinosaures. Et donc les dinosaures, il les arrangeait d'une certaine façon et il ne fallait absolument pas les bouger. Si la journée il était à l'école, que je faisais le ménage et que j'essayais de remettre chaque dinosaure à sa place, le soir il rentrait, s'il y en avait un qui était un petit peu tourné à droite au lieu d'être tourné à gauche, il le remarquait de suite. Donc ce genre de choses. Après, il avait une passion pour l'Égypte, il était capable de retenir des noms très compliqués sur l'Égypte ancienne, connaître les hiéroglyphes, des choses très compliquées que moi-même je n'arrivais pas à me rappeler. Mais à côté de ça, il n'était pas capable de raconter une petite histoire. Il avait donc par moments des connaissances très poussées quand c'était sur un domaine qui l'intéressait. Exemple, à l'école, à un moment donné, ils avaient une petite leçon à apprendre sur la digestion et 10 minutes, il avait appris sa leçon. Donc je m'étais dit, ouais, super, en fin de compte, il est tout à fait normal, ça fonctionne bien. J'étais très contente. Une semaine après, il avait la même quantité, je veux dire, de lignes à apprendre sur la circulation du sang. Et là, pas moyen de lui faire apprendre la circulation du sang. Donc, parce que pour lui, c'était pas concret. Donc, tout ce qui touche à un centre d'intérêt de Marc, il le retient. Autrement, ça glisse, c'est lisse, ça ne passe pas. Donc, certains apprentissages se faisaient, d'autres ne se faisaient pas. Donc, évidemment, l'école où on favorise le groupe, c'était pas adapté pour Marc. Donc très rapidement, dès le CP, on m'a dit il n'a pas sa place ici. En plus, sa maîtresse était une femme enceinte.
qui, en voyant l'handicap de Marc, avait très peur pour elle-même, parce qu'elle angoissait à l'idée d'avoir un enfant handicapé. Donc ça l'a dérangé d'avoir Marc dans sa classe. Ça l'oppressait, ça l'angoissait. Donc le corps enseignant s'est réuni et ils nous ont proposé et conseillé de mettre Marc en ITEP. Donc je me suis renseignée sur les ITEP, quel genre de gamins fréquentaient les ITEP, parce que c'est quand même assez violent quand on s'entend ça. Hein. Et souvent on me disait, ce sont des enfants qui ont 5 ans de retard d'âge scolaire. Et Marc, j'avais pas l'impression qu'il avait tant de retard que ça. Surtout qu'avec moi, quand je le faisais lire ou travailler, ça se passait plutôt bien. Son pédopsychiatre, qui était un ponte dans l'autisme, lui aussi, ça se passait bien. Et donc, il était étonné d'entendre tout ce que disait le corps enseignant. Parce que lui, en relation duelliste, tout se passait bien aussi. Donc ils nous ont mis un peu la pression parce qu'il était dérangeant dans le cursus normal, dérangé par rapport au groupe. Et nous, on a été de suite réfractaires à l'idée de le mettre en ITEP. Donc, je me suis renseignée sur des établissements, des écoles un petit peu qui proposaient des classes Ulysse, CLIS, pour le maintenir au maximum dans le circuit dit normal, mais dans des classes de petits groupes où on fait plus attention à l'individu qu'au groupe. C'est-à-dire l'enfant va à son rythme et c'est pas l'enseignement pour tout. Et à ce moment-là, Marc a fait école en CLIS, collège et lycée en Ulysse. Et il a progressé, il a fait des acquisitions, il a eu une vie sociale, il s'est fait des copains. Après, il a même été jusqu'à un CAP de restauration, parce que comme il l'a dit tout à l'heure, il aimait la cuisine, tout ce qui avait rapport avec la nourriture. Et il a eu son CAP. Et donc Marc, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours dans la vie, que ce soit dans l'école ou en dehors? Alors, dans l'école, ça se passait bien. Entre autres, est-ce qu'il y a eu des regards des autres par rapport Les regards des autres, moi je suis complètement... j'étais comme je suis, et puis... D'accord, et comme Nicole avait dit, tu étais en section Ulysse. Et donc, comment avez-vous découvert la section Ulysse? Alors, moi je me suis renseignée. Je veux dire, à un moment donné, si les parents qui ont des enfants en situation de handicap ne prennent pas le taureau par les cornes, je veux dire, il ne faut pas faire confiance aveuglément au corps médical ou au corps enseignant parce que ce n'est pas leurs propres enfants. Donc à un moment donné, il faut écouter son cœur et se dire qu'est-ce qui est bien pour un enfant. Parce que moi, si j'avais écouté le corps enseignant, tout le monde signait pour le mettre en établissement spécialisé. Et moi, j'ai dit non, si je le mets dans un établissement spécialisé, c'est la grosse machinerie, c'est dur pour en sortir. Et donc j'ai dit, il doit bien y exister des structures, des enseignements. J'avais entendu parler de la méthode Freinet, d'autres méthodes d'apprentissage où on fait cas plutôt d'individus que du groupe. Et donc je me suis renseignée. Et on a une bonne étoile, parce qu'au moment où je commençais un petit peu à désespérer, j'ai entendu parler des classes à petite structure dans les établissements. Ça venait de naître, en fin de compte, quand Marc a commencé à aller en classe CLIS, c'était tout nouveau. Ça venait de se faire. Et donc il est rentré en CLIS et après en Ulysse. Et oui, je dois dire que ça nous a sauvé, ça a sauvé son parcours scolaire. Ça c'est clair. Mais il a toujours été tiré vers le haut. On l'a toujours mis en contact avec des enfants qui pouvaient le tirer vers le haut et non pas l'inverse, vers le bas. Parce que Marc était entre deux eaux. Donc il pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Si on le nourrissait et si on l'aidait, il pouvait s'en sortir. Autrement, il pouvait au contraire rester un peu dans sa bulle et dans son monde. Le docteur, le pédopsychiatre qui l'a suivi de ses, on va dire, 5 ans jusqu'à 21 ans, il a dit que oui, heureusement qu'il y a des parents qui prennent le taureau par les cornes et qui se battent pour ne pas rentrer dans le rang de ce qu'on leur dit, la facilité, on les parque dans certains instituts. Après, attention, les instituts, il en faut pour certains enfants qui ont des handicaps encore plus profonds. Mais Marc était entre deux os, c'est pour ça que je dis les parents, c'est important qu'à un moment donné, rentrent également dans la décision de ce qui est bon pour leur enfant. Parce que c'est leur enfant. Et comme j'avais dit au corps enseignant, si c'était votre enfant, est-ce que vous réfléchiriez pas à 2 fois avant de prendre cette décision?
Donc c'est pour ça que pour moi il est important que les parents s'investissent aussi et font en fonction de ce qu'ils ressentent dans leur trip par rapport à leur enfant, car ils connaissent bien leur enfant. Et moi j'avais vu que Marc avait quand même du potentiel. Bien. Et donc, Marc, aujourd'hui, tu es toujours dans la restauration? Non, du coup, je travaille en espace vert à les aides de Sadirak. D'accord. Et pourquoi as-tu quitté la restauration? Parce que vu que j'ai fait un stage à l'AIA, ça s'était bien passé, ça s'est mal passé. Donc du coup, vu qu'ils étaient pas très gentils avec moi, donc du coup, j'ai laissé tomber. Ah non, du coup, tu t'es dit, tu as voulu passer à autre chose après ça. Voilà. Alors si je peux rectifier un tout petit peu, il y a Bien eu sûr. ça, mais il y a aussi le fait qu'il est passé dans d'autres entreprises qui étaient très très bien, où ça se passait très bien. Mais Marc avait quand même le problème, il était bien, dans beaucoup d'entreprises, il était bien accepté, mais il avait quand même le problème, ce qu'on m'a dit au moment de l'embaucher, parce que les entreprises embauchent, heureusement, des personnes en situation de handicap, elles ont des aides pour ça, hein. Mais il aurait pu être embauché, notamment Ikea. Mais le problème de Marc, c'est qu'il avait du mal quand même à s'intégrer, à jouer l'esprit d'équipe. Marc est très individualiste, très dans sa bulle, et donc il a du mal, quand il avait fini un travail, d'être force de proposition pour aller aider un collègue ou prendre de l'initiative pour s'avancer sur un travail. Voilà, il manquait un peu de dynamisme, de volonté, de se mélanger à l'équipe. L'heure, c'est l'heure. Pas question de débaucher après l'heure. Il n'était pas flexible. Mais ça, c'est le propre de son fonctionnement dû à l'handicap. Il a besoin d'être rassuré. Tout ce qui déborde du cadre et des habitudes arrive très vite à l'angoisser. Donc pour ça, il m'a été dit que on ne pouvait pas le garder. Donc à un moment donné, quand on a vu que c'était pas possible de le maintenir dans le secteur professionnel ordinaire en milieu restauration où il faut être rapide, et que Marc était plutôt faisait son petit bonhomme de chemin tranquillement, il n'aimait pas être bousculé. Alors on a dit, il faut trouver une autre solution. Et comme à la maison, Marc nous aidait à faire le jardin quand il fallait tailler la haie, tendre la pelouse, et puis on avait la satisfaction du travail bien fait. Et donc je lui dis, tu vois, c'est agréable, ça te plaît, c'est pas désagréable. Et comme ça est venue l'idée de dire, peut-être que Marc pourrait travailler dans les espaces verts. Et j'avais entendu parler des ESAT de Sadirak. Et donc, j'ai proposé à Marc, qui au départ ne voulait pas en entendre parler, car pour lui, aller en ESAT, c'était admettre le fait qu'il était un statut handicapé et qu'il allait rejoindre le monde de l'handicap, et il voulait rester en milieu ordinaire. Je lui ai dit, écoute, on va faire un essai à l'ESAT de Sadirak, et tu vas voir si tu t'y plais. Et ça s'est fait comme ça, et ma foi, même si au départ, c'était pas le métier qu'il aurait choisi, hein, je lui ai fait prendre conscience que de toute manière, comme beaucoup de personnes, il fallait travailler pour gagner sa vie et qu'on pouvait pas toujours travailler, avoir le métier de son rêve. Hein. Donc, que s'il y était pas malheureux et qu'il était bien encadré, et puis ils étaient bienveillants, donc, et protégé, quoi. C'est un secteur qui protège les personnes en situation de handicap. Il y a fait sa place et maintenant il y a ses copains et son salaire. Ça fait 6-7 ans qu'il y est et ma foi, je crois que ça va, c'est heureux. J'aime bien l'espace vert, mais c'est pas mon truc. Ah, donc c'est pas trop ton truc, et donc tu aurais aimé revenir éventuellement dans la cuisine, ou tu préférais faire d'autres métiers pour essayer? Quel métier? Des métiers en particulier, des idées? Pardon? Est-ce que tu as des idées particuliers de métiers que tu voudrais faire ou essayer éventuellement? T'aimes bien faire, je sais pas, genre comique, qu'est-ce que t'aimes bien faire dans la vie? Comique, oui, j'aime bien des trucs comiques comme les humoristes, les Siroun, Camarade. Ah d'accord. Oui, mais toi, est-ce que tu aimerais faire le comique? Ah, le comique, j'aime bien les comiques, oui, mais Est-ce que tu te sentirais Tu te sentirais capable de faire éventuellement du théâtre ou de la radio, des trucs comme ça? la radio, c'est pas trop mon truc, j'ai l'impression. Tout le monde a ses choix, hein, après, voilà. Oui, bien sûr. Disons que je pense que moi j'ai toujours essayé, Marc, entre ses rêves et ce qu'il avait envie de faire, notamment de rentrer dans la police, et la réalité. Je lui ai dit, malheureusement, il y a des choses que il faut admettre, quand on ne peut pas faire le métier de son rêve, il faut trouver un métier dans lequel quand même on s'épanouit, on trouve un équilibre, et puis il faut un salaire, si tu veux un jour ton appartement, si tu veux être autonome, moi je ne serai pas toujours là, il faut que tu t'assumes.
Donc il y a également le côté alimentaire qui est important. Donc j'ai dit à Marc, tu peux rêver, avoir la tête dans les nuages à partir du moment où tu as les pieds qui touchent le sol. Donc voilà, donc policier, malheureusement avec l'handicap qu'il a, il ne pourra jamais y aller, ce qu'il a du mal à comprendre et à entendre. Mais voilà, autrement, aujourd'hui, si tu ne devais pas travailler dans les espaces verts, dans quoi tu aimerais travailler? Maintenant que tu as une idée quand même des métiers, qu'est-ce que tu aimerais faire? Sinon, j'aimais toujours l'Égypte. Ah non, un peu genre historien, quoi. Oui, je regarde aussi des documentaires aussi sur l'Égypte, aussi c'est intéressant. Donc faire un peu genre des reportages sur l'Égypte ou raconter des histoires dans des musées sur l'Égypte. Aussi sur des fouilles. Très intéressant. Archéologue. Eh ben ouais, c'est ça, archéologue. Et d'ailleurs, de façon générale, comment se passe l'adaptation en milieu ordinaire? Eh bien, en milieu ordinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a essayé pendant 2-3 ans, s'y accrocher. On ne peut pas dire que ça se passait mal, mais Marc ne rentrait pas dans le moule. Et quand on ne rentre pas dans le moule, quand il y a la pression des collègues, parce que le travail de Marc pouvait induire le travail des autres, et quand il prenait du retard ou qu'il aidait pas, ça pouvait créer des problèmes dans le groupe. La pression aussi, parce qu'il est payé, donc on attend du salarié un rendement que Marc n'était pas capable de fournir parce qu'il est lent, parce qu'il est dans ses rêves, parce qu'il ne supporte pas la pression puisque ça l'angoisse très vite. Donc le milieu ordinaire n'était pas fait pour lui. Donc on lui a fait entendre ça en lui disant qu'il valait mieux qu'il soit dans un milieu protégé où il ait un travail qu'il pourra garder toute sa vie, parce que le chômage aussi dans le milieu ordinaire c'est malheureusement d'actualité. Et donc je lui dis, c'est la sécurité, tu es protégé, tu seras avec des gens qui seront à même de te comprendre, tu pourras te faire des amis. Et le milieu ordinaire, ça aurait été très bien, mais on l'a essayé. Et pour Marc, c'était pas l'idéal, il était en souffrance. Donc même si les espaces verts aujourd'hui lui plaisent moins, comme il dit, n'empêche qu'aujourd'hui, il a un travail, il a un salaire, il a des amis. Et il est autonome, puisque depuis 1 an, il vit tout seul dans son appartement. Parfait. Et donc Marc, est-ce que tu as été victime de moqueries ou de harcèlement par rapport à l'handicap? Non, j'en ai pas eu du tout. Ah, quelle chance. Et donc Nico... Non, on ne peut pas dire qu'il en ait eu. Puis Marc c'est vrai qu'il s'en fiche. De toute façon, il ne s'occupe pas des autres. Il est vraiment dans son monde. Et ce qui est important pour lui, ce sont ses copains. Donc les terrains d'entente qu'il a avec ses copains, les centres d'intérêt, et son univers s'arrête à ses passions, puisqu'il est très, très intéressé par toutes les émissions, 90 minutes d'enquête, enquête d'action, tout ce qui a trait aux pompiers, à la police, tous les reportages qui peuvent l'intéresser sur tous les cyclones, l'Égypte. Voilà, et puis sa famille et ses copains. Son monde s'arrête là, il est simple et il ne s'occupe pas en fin de compte des regards des autres, ni de ce qu'on peut lui dire. Et c'est vrai que dans son parcours, il a eu la chance aussi de ne pas être harcelé. Parfait. Et quels sont les projets pour l'avenir? Les projets sur l'avenir. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, ou si tu voudrais continuer? Est-ce que tu as des projets, que ce soit dans le boulot ou en dehors? Pour l'étranger, je sais pas. Alors pour l'instant, tu restes comme tu es, quoi. Pour l'instant, il y a eu quand même pas mal de changements dans sa vie, puisqu'il a pris un appartement depuis 1 an. Et là, il s'assume. Donc pour moi, c'est déjà un grand pas. Donc on fait les choses les unes après les autres. Donc là, nous, on a attendu qu'il soit bien inséré dans le monde du travail, même si c'est à l'ESAT, pour qu'il se sente bien et qu'il ait ses repères. Une fois qu'il a eu ça, on a cherché un appartement, il a trouvé un appartement. Depuis 1 an, il y est, donc c'est la deuxième étape. S'assumer tout seul, être autonome, savoir laver son linge, plus attendre que maman fasse des bons petits plats, ou l'amène le matin au bus. Donc il se lève plus tôt le matin, 1 heure plus tôt, mais il se gère. Donc ça, c'est également réussi. Deuxième étape réussie. Donc ça, c'est une très bonne chose. La troisième, c'est lui apprendre aussi à faire
attention à ne pas se faire avoir par des démarcheurs, par les sites internet, parce que malheureusement ça, ils se laissent facilement berner, et on a eu déjà des désappointements par rapport à ça. Je lui apprends aussi à gérer ses comptes, avant éventuellement de le mettre sous curatelle, là encore pour le protéger un maximum, parce qu'on ne sera pas toujours là. Voilà, donc ça c'est troisième étape à franchir. Et puis après, si Marc se trouvait vraiment une passion ou une envie de changer de métier, il sera toujours temps de voir à ce moment-là qu'est-ce qu'on met en place pour le faire changer de métier. Mais pour l'instant, il n'en a pas manifesté l'intérêt. Et Marc, comme je dis, on va dire le trait de son handicap, c'est qu'il aime avoir ses repères, être dans le cadre qu'il est défini. Il n'aime pas trop les changements. Voilà. D'accord. Mais on est ouvert à tout changement à partir du moment où Marc le manifestera. Très bien. Et sinon, toi, Nicole, quels sont tes projets pour l'avenir? Mes projets, moi, personnellement, Oui. en ce qui me concerne moi, moi, je suis une jeune retraitée depuis le 1er janvier. Félicitations. Voilà. Donc, ça va sans dire que là, toutes les opportunités s'ouvrent à moi et j'en profite un maximum, car je fais plein de choses. Je fais plein de choses. Je voyage, j'ai repris le sport. Je m'intéresse aussi à des associations. Et je suis disponible pour mes petits-enfants, mes enfants, mes amis, pour venir témoigner à la radio. Eh bien oui, c'est une très bonne chose. Alors, souhaiteriez-vous transmettre un petit message aux personnes en situation de handicap et aux personnes et celles du milieu ordinaire? J'ai un petit message. Comme tout le monde, même si on est différent, vous avez le droit au respect et vous avez le droit à votre place dans la société. Parfait. Et pour toi, Nicole? Alors moi, si un message ou un conseil, on va dire, le conseil que je peux donner, et de loin pour moi le plus important, c'est d'accepter l'handicap de votre enfant. C'est très important. Surtout ne pas le nier, de façon à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour le tirer vers le haut. Le rendre au maximum autonome pour que lui, vous, la fratrie, puisse être heureux. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas changer ce qui est. Donc, il faut faire le maximum pour l'améliorer. Et pour moi, ça se passe par la persévérance, parce que c'est vrai que c'est dur, c'est un parcours du combattant des fois, et par l'amour. Et donc, en dehors du travail, est-ce que tu arrives à sortir en discothèque ou aller dans des boîtes pour rencontrer des gens? Pour mon défi, déjà, c'est déjà compliqué. Et donc, je suis plutôt introverti. D'accord, introverti, c'est-à-dire un peu renfermé, donc... Voilà, ça peut dire... j'ai du mal, en fait, d'aller vers les autres. Les autres. Et d'accord. Et comment tu fais pour rencontrer des gens? Pour rencontrer des gens, par internet, je me suis déjà fait avoir D'accord, donc tu t'es fait avoir par des filles? Des filles qui demandent de l'argent et tous les coins. D'accord. Oui, la problématique des personnes comme Marc qui sont pas dans le calcul ou dans la manipulation, hein, ils ont ce côté un peu naïf, et comme les relations amoureuses sont compliquées parce que la rencontre avec les filles c'est plus compliqué puisqu'il a du mal à aller vers les filles, puis les filles ont du mal aussi à communiquer avec Marc parce qu'il a des centres d'intérêt tellement réduits sur des choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Il a du mal à rentrer, à communiquer et à créer une relation. Voilà. Et donc, comme toute personne normale, il a des besoins.
Et donc, il est parfois happé par des chats sur Internet pour justement rentrer en contact. Et donc, il s'est déjà fait avoir 2 fois par des soi-disant filles qui étaient tombées sous son charme et qui demandaient de l'argent, évidemment, pour payer le billet de train pour venir le voir. Et puis, quand le billet de train était payé, elle ne venait pas. Et elle lui disait qu'elle avait eu un accident, qu'elle avait des frais médicaux et que voilà, il fallait encore qu'il envoie des sommes encore plus importantes. Voilà. Et donc là aussi, il a fallu expliquer à Marc que malheureusement, il y avait des gens qui étaient spécialisés, on va dire, dans l'arnaque Internet pour profiter de la fragilité, de la naïveté des personnes qui sont en manque d'affection amoureuse. Donc ça, c'est une problématique aussi. Très bien. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, merci de nous avoir écoutés. Alors, n'oubliez pas que vous êtes capable de vous en sortir, chers camarades handicapés. Alors, faites-vous aider, que ce soit par vos proches ou des professionnels. Et quant à vous, les personnes ordinaires, nous sommes des handicapés, nous sommes des êtres humains, et non pas des bêtes de foire dépourvues de sentiments dont on peut se moquer. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de très bonnes journées et à bientôt pour Handi Social, l'émission qui parle du handicap, saison 2. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.